Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant, la psychologie de l'argent. On va s'appuyer sur une analyse assez fine du livre de Morgan Housel, The Psychology of Money. Notre base, c'est un résumé en français qui en a vraiment tiré l'essentiel. Oui, bonjour. C'est un livre important, je trouve, parce qu'il change un peu la perspective habituelle. On parle moins des marchés financiers que de nous, en fait, de comment on fonctionne face à l'argent. C'est exactement ça. Le but aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de piger pourquoi la réussite financière, ça dépendrait moins de, disons, notre intelligence ou de nos diplômes Mhm. que de notre comportement au quotidien, de nos émotions, de nos réactions, de nos biais aussi sans doute. On va explorer ensemble ces comportements qui, d'après Housel, mènent non seulement à accumuler de l'argent, mais surtout à quelque chose de plus précieux, une certaine sérénité, un contrôle sur sa vie. Et c'est crucial aujourd'hui, parce qu'on est bombardé d'infos financières, de conseils, de stratégies, parfois hyper complexes. Oui, c'est vrai. Mais la sagesse, la compréhension de nous-mêmes dans tout ça, ça manque souvent. C'est un peu le chaînon manquant, quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui interpelle tout de suite, c'est cette idée un peu contre-intuitive. Être brillant ou avoir fait de grandes études, ça ne garantit rien côté finances perso. Ce serait vraiment notre façon d'agir qui compte. Alors, ok, décortiquons ça. Cette première grande idée, le comportement est plus important que la connaissance. C'est vraiment le pilier de sa pensée. Husserl, il a observé un truc. Des gens très très calés en finance peuvent prendre des décisions complètement catastrophiques. Ah oui. Et à l'inverse, d'autres personnes, sans bagage technique particulier, s'en sortent étonnamment bien sur le long terme. Pourquoi? Parce que gérer son argent, c'est pas juste des maths ou de la logique pure, quoi. Donc, si je comprends bien, c'est moins une question de savoir ce qu'il faut faire que d'avoir la discipline de le faire réellement. Des qualités comme la patience, Oui, attendre, laisser le temps jouer. ou la maîtrise de soi, pour pas céder à la panique et tout vendre au pire moment. Ou même l'humilité, reconnaître qu'on sait pas tout. Ce serait ça le plus important. Précisément, pensez juste aux émotions que l'argent déclenche chez nous. La peur, par exemple, pendant un crash. Ça pousse à vendre à perte, alors qu'on sait qu'il ne faudrait pas. Hmm. Ou l'avidité, quand tout monte. Là, on a envie d'acheter, même si c'est trop cher. L'envie aussi, vouloir faire comme le voisin. Ça pousse à dépenser trop. Oui, la comparaison. Exactement. Et même l'ego, ne pas vouloir admettre qu'on s'est trompé sur un investissement. Toutes ces émotions, elles sont hyper puissantes. Elles peuvent court-circuiter toute notre rationalité. Donc, on peut très bien comprendre intellectuellement qu'il faut acheter bas, vendre haut, mais la trouille nous fait faire l'inverse, hein. C'est tout à fait ça. La théorie, elle est souvent simple et logique, mais la pratique, elle, se heurte à notre psychologie, complexe et parfois irrationnelle. Comprendre ce décalage, c'est déjà énorme. C'est logique en fait. Et ça nous amène tout droit à un autre point super important que l'analyse soulève. L'impact, quasi indélébile, de notre vécu personnel sur notre rapport à l'argent. Ah oui, absolument. Housel insiste beaucoup là-dessus. Notre relation à l'argent, elle se construit pas en lisant des livres, mais en vivant des choses. Chacun a son histoire, son bagage unique. Par exemple, euh, quelqu'un qui a grandi pendant une période de forte inflation, il verra pas le risque de la même façon que quelqu'un qui est devenu adulte pendant, disons, la bulle Internet ou après la crise de 2008. C'est pas juste une opinion, c'est presque gravé en lui, non? C'est exactement ça. Ces expériences, elles nous marquent, elles créent des modèles mentaux très forts. Si enfant, vous avez vu vos parents galérer après une perte d'emploi, Oui. votre aversion au risque sera sûrement plus grande. Si vous avez connu que la hausse des marchés, vous pourriez sous-estimer le risque de baisse. Et ces expériences personnelles, elles pèsent bien plus lourd dans nos décisions que n'importe quelle statistique sur 100 ans. C'est fou parce que ça explique pourquoi c'est si dur de convaincre quelqu'un avec juste des chiffres, des arguments rationnels. On est tous un peu façonnés par notre propre histoire, en fait. En quelque sorte, oui, on filtre toutes les infos financières à travers notre vécu. Une moyenne de rendement sur 50 ans, ça n'a pas le même poids émotionnel qu'un souvenir très précis d'une grosse perte, ou d'un gros gain d'ailleurs. D'accord. Reconnaître ça, c'est crucial. D'abord pour comprendre nos propres réactions. Pourquoi j'ai si peur? Ou au contraire, pourquoi je suis si confiant? Et puis, pour être plus indulgent avec les autres. Leurs choix peuvent nous paraître dingues, mais sont logiques pour eux, vu leur histoire. C'est une perspective très utile, ouais. Et ça nous mène à une autre idée qui bouscule pas mal les idées reçues. La vraie richesse serait invisible. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Ça veut dire qu'on a tendance à confondre la richesse avec ce qui se voit. La grosse voiture, la montre qui brille, la maison immense.
Husserl dit « Attention, ça c'est la preuve qu'on a dépensé de l'argent, pas forcément qu'on est riche. » Ah. Et paradoxalement, dépenser beaucoup pour montrer qu'on a de l'argent, c'est souvent le meilleur moyen de ne plus en avoir. Alors, la vraie richesse, ce serait l'argent qu'on ne voit pas, l'argent caché. C'est exactement ça. C'est l'argent qui n'est pas dépensé. C'est l'épargne qui s'accumule tranquillement, les investissements qui travaillent en arrière-plan, la part du salaire qu'on met de côté chaque mois sans faire de bruit. Cette richesse-là, elle est discrète, invisible, mais elle achète quelque chose de bien plus important que des objets. Et c'est quoi ce quelque chose de plus important? C'est le contrôle sur son temps, sur ses choix de vie. La vraie richesse, pour Husserl, c'est la liberté. La liberté. Oui, la liberté de choisir son travail, de décider comment on occupe ses journées, de pouvoir affronter un coup dur sans stresser, de partir à la retraite quand on veut, ou même de changer complètement de carrière. C'est cette autonomie, cette flexibilité, voilà ce que l'argent peut vraiment acheter de précieux. Donc, l'argent, c'est pas le but final, c'est un outil. Un outil pour acheter de la liberté. Ça change complètement la vision des choses, en fait. On n'accumule pas pour avoir plus de trucs, mais pour avoir plus de temps à soi. C'est puissant comme idée. Tout à fait. Et ça éclaire le rôle de l'épargne d'une façon différente. Épargner, c'est pas juste se priver ou être vertueux, c'est stratégique. C'est acheter des options pour le futur. Chaque euro mis de côté, ça augmente votre marge de manœuvre. Des options, c'est-à-dire? Mais la possibilité de dire non à un boulot qui vous plaît pas, la possibilité de prendre une pause, un congé sabbatique, la sécurité de pouvoir traverser une mauvaise passe, genre perte d'emploi, maladie, sans être complètement pris à la gorge. La liberté de pouvoir sauter sur une opportunité qui se présente, monter sa boîte par exemple. Husserl dit même un truc intéressant, on n'a même pas besoin d'avoir une raison précise pour épargner. Ah bon? Oui, juste le fait que la vie est imprévisible, ça suffit comme raison. L'épargne, c'est une sorte de bouclier contre l'incertitude et un tremplin vers plus de liberté. Vu comme ça, c'est vrai que ça devient moins une contrainte, l'épargne. C'est plus un levier pour se libérer. Oui, c'est assez motivant comme approche. Moins de culpabilité, plus de stratégie, quoi. C'est l'idée. Et cette stratégie, elle demande une autre qualité essentielle, la patience. C'est lié à ce concept très fort des intérêts composés, l'effet cumulé. Ah oui, les fameux intérêts composés. On en entend parler, mais c'est vrai que ça reste parfois un peu abstrait. L'analyste insiste là-dessus. La richesse, ça se construit lentement, grâce à ce mécanisme. Oui, l'idée c'est que vos gains génèrent eux-mêmes des gains. Et ça crée une croissance qui accélère avec le temps. C'est un peu comme une boule de neige qui roule. Au début, elle grossit doucement, mais plus elle roule longtemps, plus elle prend de l'ampleur, rapidement. La clé, c'est le longtemps. Mhm. La plupart des grandes fortunes, elles se sont pas faites en 5 ans, mais sur des décennies. On cite souvent Warren Buffett, c'est vrai, une énorme partie de sa fortune serait arrivée après 60 ans. Donc c'est pas juste son flair, c'est aussi sa capacité à rester dans le jeu très très longtemps. C'est un facteur absolument crucial. Beaucoup de stratégies d'investissement qui sont bonnes sur le papier échouent en pratique. Pourquoi? Parce que les gens manquent de patience. Oui. Ils se découragent au début parce que ça va pas assez vite, ou alors ils paniquent à la première baisse et ils arrêtent tout, ou ils arrêtent pas de changer de stratégie en espérant trouver le truc miracle qui va vite. La leçon, c'est commencer tôt, même avec peu, être régulier et surtout laisser le temps faire son boulot. La patience, c'est vraiment un super pouvoir en finance. Mais cette accumulation, même si elle est patiente, est-ce qu'elle a une fin? L'analyse apporte une nuance importante là-dessus, non? Sur le fait de savoir s'arrêter? Oui, et c'est une nuance psychologique fondamentale. Savoir dire assez. Le concept du suffisant, de enough. Husserl met vraiment en garde contre le danger de toujours repousser la ligne d'arrivée. Vouloir toujours plus, même quand on a atteint ses objectifs, ça peut devenir une source de stress énorme. Oui. Ça peut pousser à prendre des risques démesurés et au final à tout perdre ou à abîmer sa vie. C'est le piège de l'avidité, en fait. Quand l'argent devient une fin en soi, déconnecté de ce qu'il devait apporter au départ, la sécurité et la liberté. Exactement. On connaît tous des histoires, même de gens déjà très riches, qui prennent des risques fous pour gagner encore plus et qui se plantent complètement. Ou alors qui sacrifient leur santé, leurs relations, leur temps pour cette course sans fin. Se poser la question « quand est-ce que j'en ai assez ?» c'est une question financière, oui, mais c'est surtout une question de vie, hyper profonde. Hmm. Définir son propre assez et apprendre à être reconnaissant pour ce qu'on a déjà, c'est peut-être une des compétences les plus dures, mais les plus vitales pour un équilibre financier et personnel. Trouver cet équilibre entre l'envie d'aller plus loin et le contentement, c'est sans doute le grand défi. Alors, si on essaye de synthétiser tout ça, qu'est-ce qui ressort vraiment de cette analyse de Psychology of Money? Quel est le message principal?
Le message central, je dirais, c'est que notre rapport à l'argent, c'est avant tout une histoire humaine. C'est pétri d'émotions, de biais, d'expériences personnelles, de comportements. La réussite financière durable, celle qui amène la paix de l'esprit, la liberté, elle dépend moins de la maîtrise technique des outils financiers Oui. que de la maîtrise de soi, de sa propre psychologie. Donc, en gros, il faudrait moins chercher le prochain super plan d'investissement que cultiver des qualités intérieures. La patience, la discipline, l'humilité face à l'incertitude, savoir résister à la tentation de se comparer, de consommer pour épater, et avoir la sagesse de définir ce qui est assez pour soi. C'est tout à fait ça. Et il n'y a pas de recette unique, justement, parce que nos histoires, nos valeurs, notre définition du bonheur, tout ça est unique. La finance personnelle, ça devient alors un exercice pour aligner nos stratégies d'argent avec ce qui compte vraiment pour nous, au-delà de ce que la société attend ou des modèles de réussite qu'on nous montre. C'est libérer du regard des autres et définir sa propre réussite. Finalement, c'est peut-être ça le vrai luxe que l'argent peut aider à obtenir. C'est une très belle façon de le dire, oui. La vraie richesse serait cette cohérence-là, cette liberté de vivre selon ses propres règles du jeu. En résumé, cette exploration nous rappelle que la clé de notre bien-être financier, elle est peut-être plus dans notre tête et dans nos actions de tous les jours que sur nos relevés de compte. C'est notre psychologie qui mène la danse, en fait. Absolument. Et pour aller un peu plus loin, pour ceux qui nous écoutent, on pourrait peut-être laisser 2 questions en suspens qui découlent directement de tout ça. La première, maintenant qu'on sait que nos expériences nous façonnent autant, quelle expérience personnelle, peut-être une qu'on a oubliée ou banalisée, pourrait influencer nos décisions financières majeures aujourd'hui sans qu'on s'en rende vraiment compte? Essayer d'identifier ça, ça pourrait être très éclairant. Une introspection à faire, oui. Et la deuxième question, comment est-ce qu'on peut commencer, concrètement, chacun pour soi, à définir ce fameux assez? Au-delà des chiffres, qu'est-ce qui signifierait vraiment pour soi avoir assez pour vivre une vie riche de sens selon ses propres critères? Trouver cet équilibre délicat entre vouloir améliorer sa situation et être content de ce qu'on a, c'est sans doute un des grands enjeux de notre rapport à l'argent. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle discussion où on continue de puiser dans les idées de Morgan Housel et son livre La psychologie de l'argent. On poursuit notre réflexion de la dernière fois. On s'était quitté sur quelques points clés, notamment que la richesse, la vraie, c'est souvent ce qui ne se voit pas, que l'argent, au fond, c'est un outil pour gagner en liberté, et puis surtout que nos comportements pèsent bien plus lourd que nos connaissances techniques. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. On va aborder d'autres thèmes vraiment cruciaux chez Ozel, le rôle du hasard, par exemple, qu'on a tendance à oublier, comment nos émotions nous jouent des tours, le danger de toujours se comparer aux autres, et puis qu'est-ce que c'est finalement la vraie sécurité financière. Alors, c'est parti, on approfondit tout ça. Pour démarrer, il y a cette idée, un peu contre-intuitive peut-être, que le succès en finance, c'est pas juste une question de flair ou de décision parfaite. Husserl met vraiment l'accent sur la chance et le risque. Ça bouscule un peu nos idées reçues, non? Ah oui, tout à fait. C'est même un des points centraux. On aime bien croire que tout dépend de nous, du mérite. Mais Husserl montre bien, avec des exemples concrets, à quel point on sous-estime le facteur chance. Prenez Warren Buffett. Oui, l'exemple classique. Voilà. Son génie est indéniable, personne ne dit le contraire, mais il est né à une époque et dans un lieu, les États-Unis du XXe siècle, qui offrait des opportunités absolument incroyables. Ce contexte, cette chance d'être là au bon moment, ça fait partie de l'équation. Ça n'enlève rien à son talent, mais ça l'explique en partie. Et l'inverse est vrai aussi, bien sûr. Vous pouvez avoir des gens brillants, des idées géniales, mais qui tombent au mauvais moment, une crise qui arrive, un concurrent inattendu. La malchance, ça existe, et ça peut ruiner les meilleurs plans. L'idée, c'est pas de dire que l'effort sert à rien. Attention, hein. C'est que le résultat final, c'est toujours un mélange de nos actions et de choses qu'on ne contrôle pas. Et du coup, la leçon à en tirer, selon Hautsel, c'est l'humilité. Il dit quelque chose comme l'arrogance détruit plus de carrières que l'incompétence, ou quelque chose du genre. C'est ça. Ou que l'ignorance, oui. C'est très fort. Parce que si on accepte qu'il y a une part de chance dans nos succès et une part de malchance dans les échecs des autres, on devient plus mesuré. On arrête de juger trop vite. Hmm. Quand on voit une réussite éclatante, on ne voit que la partie émergée de l'iceberg. On ne voit pas les coups de pouce du destin, les risques évités de justesse. Pareil pour un échec. Donc, la grande idée, c'est inspirez-vous des principes généraux, oui, mais attention à ne pas vouloir copier une trajectoire précise. Le contexte, les risques, la chance,
tout ça, c'est unique à chacun. Faut tracer sa propre route, en fait. C'est une bonne transition vers un autre point. Si on doit être humble face au hasard, il faut peut-être aussi l'être face à nos propres réactions, nos émotions. Ouzel parle beaucoup de la peur de manquer quelque chose, le FOMO. Ah oui, le fameux FOMO. C'est un piège terrible en finance. Ça nous pousse à faire n'importe quoi. Typiquement, acheter des actions quand tout le monde en parle et que les prix sont déjà au sommet. Et parce qu'on a l'impression d'être le seul à pas profiter de la fête. Exactement. Ou à l'inverse, vendre tout dans la panique quand ça baisse parce qu'on a peur de tout perdre. On réagit à chaud, sous l'effet de la peur ou de l'euphorie, et pas du tout de manière réfléchie. Et le résultat, c'est le classique acheter haut, vendre bas. Tout le contraire de ce qu'il faudrait faire, évidemment. Précisément. Et ce qui est vraiment important de saisir, c'est que les dégâts de ces réactions émotionnelles sur un portefeuille, ils peuvent être pires que la crise elle-même. Oisel insiste à là-dessus. La volatilité, les hauts et les bas, c'est pas une anomalie. C'est normal sur les marchés. C'est le prix à payer, en quelque sorte. D'accord. Donc, réussir à accepter ça, à rester calme, à ne pas paniquer à chaque secousse, c'est un avantage énorme. La patience, la maîtrise de soi, ça devient des qualités financières essentielles, plus que de savoir lire un bilan parfois. Et c'est là que Housel introduit une distinction que je trouve très fine. La différence entre être rationnel et être raisonnable. On pourrait croire que c'est pareil, mais en finance perso, pas vraiment. Oui, c'est une nuance capitale. La rationalité pure, ce serait la décision parfaite sur le papier, celle qui maximise les gains selon les maths. Mais voilà, on n'est pas des robots. Non, on est humain. Exactement. On a des émotions, on a besoin de dormir la nuit, on a chacun notre propre seuil de tolérance au risque, au stress. Donc une stratégie qui serait, disons, mathématiquement la meilleure, mais qui nous rendrait complètement anxieux, ce serait pas une bonne stratégie pour nous. C'est tout à fait ça. Si une stratégie, même théoriquement géniale, vous empêche de dormir, vous fait vivre dans l'angoisse, au premier coup dur, vous allez tout laisser tomber. Donc elle n'est pas raisonnable pour vous. Elle est peut-être rationnelle d'un point de vue purement logique, mais elle n'est pas tenable humainement. Ouzel dit qu'il vaut mieux une stratégie raisonnable. C'est-à-dire, C'est-à-dire une stratégie peut-être un peu moins performante sur le papier, un peu moins optimale, mais qui nous correspond, qu'on comprend bien et surtout qu'on est capable de maintenir dans la durée, même quand ça secoue. L'important, c'est pas d'avoir le plan parfait, c'est d'avoir un bon plan et de s'y tenir. Et ça demande de bien se connaître. bien se connaître, ça m'amène à un autre grand thème, la comparaison sociale. Le fait de toujours regarder ce que le voisin a, ce qu'il gagne. Ouzel dit que c'est un poison. Ah oui, un poison lent, mais très efficace. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est démultiplié. Tout le monde montre sa réussite, souvent enjolivée. Le problème, c'est que c'est une course en fin. Comment ça? Peu importe combien vous gagnez ou ce que vous possédez, il y aura toujours quelqu'un qui aura plus. Une plus grosse voiture, une maison plus grande, des vacances plus spectaculaires. Si votre bonheur dépend de votre position par rapport aux autres, vous êtes condamné à être insatisfait. La ligne d'arrivée bouge tout le temps. C'est vrai. On finit par courir après l'objectif des autres et pas le nôtre. On veut faire aussi bien qu'eux ou mieux qu'eux. Voilà. Et on oublie ce qui compte vraiment pour nous. Ouzel nous rappelle que le vrai contentement, ça vient pas de là. Ça vient plutôt de l'équilibre entre ce qu'on a et ce qu'on désire. De savoir apprécier ce qu'on a déjà. Et de poursuivre ses propres objectifs, qu'on a définis soi-même, sans se soucier du regard des autres. C'est un vrai travail de sortir de ce jeu de comparaison, mais c'est libérateur. Il faut définir son propre assez. Définir son propre assez. Ça nous conduit tout droit à la question de la sécurité financière. Selon Ouzel, ce n'est pas juste une question de chiffres, d'avoir X millions sur son compte. Non, et ça aussi, c'est un point important et un peu contre-intuitif. La sécurité financière, c'est pas un montant précis. C'est beaucoup plus un sentiment, un état d'esprit. Un sentiment. Oui, c'est la tranquillité d'esprit qui vient du fait de savoir qu'on peut faire face aux coups durs, qu'on a une marge de sécurité. C'est sentir qu'on contrôle un peu sa vie, qu'on n'est pas à la merci du prochain salaire ou de la prochaine facture, qu'on peut prendre des décisions sans être étranglé par le besoin immédiat. C'est aussi ne pas avoir besoin de prendre des risques fous juste pour tenir le coup ou pour maintenir un certain standing. Ça veut dire que deux personnes avec exactement le même argent peuvent se sentir différemment niveau sécurité? Absolument. C'est très subjectif. Quelqu'un peut se sentir très en sécurité avec une épargne modeste, mais des dépenses bien maîtrisées et un mode de vie simple.
Et à l'inverse, un multimillionnaire peut vivre dans l'angoisse permanente de perdre son statut ou de ne pas avoir assez par rapport à son cercle. Ce qui compte, c'est l'écart entre ce qu'on a et ce qu'on estime nécessaire pour bien vivre. C'est la relation qu'on a à l'argent qui est déterminante. Et pour terminer, il y a un dernier point, une mise en garde de Housel, notre fascination pour les histoires extrêmes. Les gagnants du loto, les milliardaires express. Oui, on adore ça. Les médias en raffolent, nos conversations aussi. Le type qui gagne au loto et change de vie, le jeune qui crée une start-up et devient richissime en 2 ans, le trader qui fait un coup fumant. C'est spectaculaire, ça fait rêver. Mais le danger, c'est de croire que c'est la norme. Oui, ou qu'on peut facilement reproduire ça. Exactement. Hutzel nous dit « Attention, ce sont des exceptions ». Des cas ultra minoritaires, des outliers comme on dit en statistique. Si vous basez votre stratégie financière sur l'espoir de reproduire un coup de chance pareil, vous allez droit dans le mur. C'est un peu comme si vous planifiez votre retraite en comptant gagner à l'euro-million. C'est possible, mais Très peu probable. voilà, très peu probable. Alors si on ne doit pas s'inspirer de ces cas extrêmes, qu'est-ce qui nous reste? Sur quoi on doit se concentrer selon Hutzel? Sur les bases, les principes solides, peut-être moins excitants, mais qui ont fait leur preuve pour la majorité des gens sur le long terme. C'est quoi ces bases? Eh bien, d'abord, épargner. Régulièrement, constamment, même un peu, mais tout le temps. La discipline. Ensuite, la patience. Laisser le temps faire son œuvre. Laisser les intérêts composés travailler. Ne pas chercher le gain rapide et facile. Investir pour le long terme et accepter que ça monte et que ça baisse. Et enfin, avoir une vision claire. Pourquoi on fait tout ça? Quels sont nos objectifs à nous? Ça aide à tenir bon quand il y a du bruit autour, quand on est tenté de tout changer. Ces fondamentaux, appliqués avec persévérance, c'est ça qui mène à la sécurité financière pour la plupart d'entre nous, bien plus sûrement que de chercher le coup de génie. Bon, si on essaie de résumer un peu les grandes idées de cette discussion autour de Huszel, il y a cette humilité nécessaire face au hasard, face au parcours des autres. Il y a l'importance cruciale de gérer ses émotions, d'être patient face aux turbulences inévitables. Et puis cet appel à la modération, à savoir dire assez pour soi-même, pour pas tomber dans le piège de la comparaison. C'est une très bonne synthèse, oui. En gros, ne copiez pas les autres, parce que chaque histoire est unique. Ne laissez pas la peur ou l'avidité prendre les commandes. Libérez-vous de la pression de la comparaison. Et tout ça mène à une conclusion assez forte. La vraie richesse, la vraie liberté financière, ce n'est pas le montant sur le compte en banque. C'est la tranquillité d'esprit que cet argent peut acheter. C'est pouvoir contrôler son temps, décider sereinement, vivre sans cette angoisse financière qui ronge. Ça redéfinit pas mal la notion de richesse en fait. C'est plus un chiffre, c'est un état. Exactement. La tranquillité d'esprit au quotidien. C'est peut-être ça, le meilleur rendement que l'argent puisse offrir. Mais ça dépend moins du montant que de notre propre psychologie face à l'argent. Et Pour qu'on reparte chacun avec une petite réflexion, si cette vraie richesse, c'est ce sentiment de contrôle, de paix, quelles seraient les petites habitudes, les petits changements de regard au quotidien qui pourraient nous aider à cultiver ça, indépendamment des marchés qui montent ou qui baissent ou de ce que font les autres? très bonne question pour conclure. Ça commence peut-être par des choses très simples, non? Redéfinir ce qui est vraiment important pour soi, au-delà du matériel. Savoir apprécier ce qu'on a déjà. Pratiquer un peu la gratitude peut-être. Ou alors, très concrètement, construire délibérément une petite marge de sécurité, même symbolique au début, juste pour diminuer cette petite voix anxieuse. Ce sont des pistes, je pense, à explorer chacun pour soi. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va se plonger dans les dernières leçons de sagesse financière de Morgan Housel. On se base sur des extraits qu'on a ici. L'objectif, c'est de décortiquer un peu ces idées fortes qu'il a sur notre relation à l'argent. C'est souvent complexe, cette relation, parfois un peu irrationnelle, mais bon, c'est toujours déterminant. Alors, on a sous les yeux des synthèses de ces conclusions. Ça touche à plein de choses, le comportement, le temps, la chance, l'humilité, la patience. C'est assez large. On va essayer de se concentrer sur quelques points clés. Comment on fait avec l'incertitude? La vraie puissance du temps long, et puis cet art un peu délicat de savoir ce qui est assez pour soi. Allez, on attaque direct avec une idée qui bouscule un peu. L'avenir, on ne peut pas vraiment le prévoir. Housel le dit bien, les gros trucs qui nous marquent, genre la crise de 2008 ou la pandémie en 2020, personne ne les avait vus venir. Alors face à ça, qui fait un peu tourner la tête, qu'est-ce qu'il propose là? Il nous dit juste « bonne chance et débrouillez-vous » ou... Non, pas tout à fait bonne chance, mais plutôt soyez prêts. C'est ça l'idée.
L'approche de Housel, elle est vraiment différente de cette quête un peu vaine pour prédire l'avenir, quoi. Comme on ne peut pas prévoir ces fameux signes noirs, ces événements rares mais avec un impact énorme, il dit qu'il faut plutôt cultiver la résilience. La résilience, d'accord. Oui, Housel nous dit en gros, arrêtez de vouloir à tout prix deviner quand sera la prochaine tempête. Ça sert à rien. Mais construisez plutôt un bateau plus solide. Un bateau qui peut affronter n'importe quelle tempête. Concrètement, ça veut dire créer ce qu'il appelle des marges de sécurité. Des marges de sécurité, c'est-à-dire... C'est intégrer une sorte de coussin dans tout ce qu'on planifie financièrement. Par exemple, épargner systématiquement plus que ce qu'on pense être juste nécessaire pour un objectif donné. Ou alors diversifier ses revenus, ses placements pour pas tout miser sur un seul truc qui pourrait s'effondrer. Ok. C'est aussi éviter d'avoir trop de dettes, surtout les mauvaises, parce que ça réduit énormément la flexibilité si un coup dur arrive. L'idée centrale, c'est vraiment de se donner la capacité d'absorber les chocs qu'on n'attendait pas sans que ça devienne une catastrophe pour nous. Ce n'est pas être pessimiste, c'est juste être réaliste stratégiquement. Je vois. On ne contrôle pas ce qui vient de l'extérieur, mais on peut se renforcer, nous, pour y faire face. Et paradoxalement, cette préparation à l'imprévu, ça apporte plus de sérénité au final que de croire qu'on contrôle tout. Oui, je vois bien. Moins chercher à deviner l'avenir que se rendre plus solide face à ses caprices, en fait. Une sorte d'humilité, mais active. Et cette acceptation de l'incertitude, ça m'amène à une autre idée forte chez lui. La nécessité d'avoir une vision à très long terme. Les sources insistent pas mal là-dessus. Elles opposent les objectifs rapides, genre une promotion, une nouvelle voiture, à la puissance de l'argent quand on le pense sur des décennies. Husserl va même jusqu'à dire qu'il faut accepter l'ennui. Ça, c'est quand même assez contre-intuitif aujourd'hui, non? On veut tout de suite. Ah oui, complètement contre-intuitif. Et c'est justement ça qui est puissant. Quand Housel parle d'ennui en finance, il parle de cette discipline de répéter patiemment, presque de façon monotone. Le schéma, il est simple. On épargne régulièrement, on investit cet argent de façon diversifiée, intelligente, et puis on attend. On attend des années, des décennies. C'est l'inverse du trading frénétique, quoi. Exactement. C'est l'antithèse de l'adrénaline du trading haute fréquence ou de la chasse au prochain bon coup en bourse. Et pourquoi cet ennui est si efficace? Mais parce qu'il laisse le temps à la magie la plus sûre en finance de fonctionner, les intérêts composés. Ah oui, les fameux intérêts composés. Les gains qui génèrent eux-mêmes des gains avec le temps. Très forte de la gratification immédiate, qui est partout dans notre société. C'est faire le choix d'une croissance lente, régulière, presque invisible au jour le jour, mais incroyablement forte sur le long terme. C'est la différence entre construire et spéculer, en somme. Tout à fait. C'est la différence fondamentale entre bâtir patiemment un patrimoine solide qui apporte une vraie sécurité, une vraie liberté, et la spéculation qui ressemble plus à un jeu de hasard avec des hauts et des bas qui peuvent être destructeurs. Cultiver cette patience, ça demande de se détacher du bruit ambiant, des modes, de la pression sociale qui pousse souvent à prendre des décisions trop vite. C'est un vrai muscle mental qu'il faut développer. Un muscle mental, et ça demande aussi de résister à la comparaison, à l'envie d'avoir des résultats rapides, j'imagine. Et cette discipline du long terme, ça nous amène logiquement à une question plus perso, presque philosophique qu'il aborde, se demander ce que veut dire « assez » pour soi. Husserl dit qu'il y aura toujours plus riche, plus grand, une vie qui a l'air mieux. Toujours. Pourquoi c'est si important, si libérateur même, de réussir à se fixer une limite perso? Comment on fait concrètement pour définir son « assez » ? Oula, c'est peut-être un des exercices les plus durs, mais aussi les plus importants pour ses finances perso. Parce que ça touche à nos désirs les plus profonds, aux pressions sociales. C'est complexe. Si on n'a pas une idée claire de ce qui est assez pour nous, on est condamné à rester sur ce tapis roulant hédonique là. Le hedonic treadmill, oui. Voilà, cette tendance qu'on a tous à s'habituer super vite à un nouveau niveau de confort ou de richesse et à vouloir aussitôt plus. C'est la recette parfaite pour être tout le temps insatisfait. Cette fameuse rat race, la course effrénée où on court après un horizon qui recule toujours. Et comment on sort de ce piège alors? Définir son assez, c'est pas forcément mettre un chiffre exact et gravé dans le marbre, c'est plutôt définir un état. C'est se poser la question de quoi j'ai vraiment besoin pour vivre une vie qui a du sens pour moi. Assez pour couvrir les besoins de base, évidemment, assez pour se sentir en sécurité face aux imprévus,
assez pour pouvoir mettre du temps et de l'énergie dans ce qui compte vraiment, les proches, les passions, la santé, sa contribution. C'est un travail d'introspection très lié à nos valeurs profondes, bien plus qu'à se comparer aux autres ou aux standards qu'on nous vend. C'est un changement de perspective. Complètement. Pouvoir se dire stop, là j'ai atteint un niveau qui me permet de vivre la vie que je veux, c'est comme poser sa propre ligne d'arrivée. C'est se donner la permission de ralentir, de savourer et de réorienter son énergie ailleurs que dans l'accumulation pour l'accumulation. C'est reprendre le contrôle en fait. Définir assez, c'est un peu comme pirater ce système d'insatisfaction programmée pour atteindre une forme de contentement qui dure. Une sorte de richesse intérieure, oui. Ça fait écho à une autre idée forte, presque un paradoxe qu'on trouve dans les textes. Le meilleur retour sur investissement de l'argent ne serait pas matériel. Ça mérite qu'on s'y arrête. Si c'est pas plus de choses, c'est quoi alors? C'est un retour sur investissement, psychologique et existentiel. Husserl insiste beaucoup là-dessus. La valeur la plus précieuse que l'argent peut acheter, c'est pas tant la voiture de luxe ou le dernier gadget à la mode, c'est plutôt des choses invisibles, mais qui changent vraiment notre qualité de vie. Il parle de tranquillité d'esprit. La tranquillité d'esprit. Oui, cette sérénité de savoir qu'une dépense imprévue ou une passe difficile ne va pas tout faire s'écrouler. Ça enlève un stress énorme. Il parle aussi de la capacité à protéger ses proches, à leur offrir un environnement stable. Mais le bénéfice ultime, le plus puissant pour lui, c'est le temps. L'argent qui achète du temps. Intéressant. Exactement. L'argent, quand il est bien utilisé, il permet d'acheter du contrôle sur son propre temps. Le temps de ne pas être obligé d'accepter un boulot qui nous tue ou qui va contre nos valeurs, le temps de pouvoir s'arrêter pour s'occuper d'un proche malade, le temps de se former, de voyager, de lire, de ne rien faire, parfois. Juste avoir le choix. Avoir le choix sur comment on utilise ses heures. Et nos heures, c'est notre ressource la plus limitée, la plus précieuse. Ce retour sur investissement-là, la paix intérieure, la sécurité et surtout le contrôle sur son temps, il est souvent invisible pour les autres, ça ne se voit pas. Mais sa valeur pour notre bien-être, notre santé mentale, physique, notre capacité à vivre une vie pleine de sens, elle est, comme dit Husserl, inestimable. C'est là que l'argent devient un vrai outil de liberté. Ça change complètement la perspective sur pourquoi on épargne, pourquoi on investit effectivement. Et ça nous amène peut-être à se concentrer sur ce qui compte vraiment dans nos actions concrètes. Justement, Husserl propose une règle pour ça, pour se focaliser sur l'essentiel. La règle des 910. L'idée, si j'ai bien compris, c'est que 90% de nos résultats financiers viendraient de 10% de nos décisions les plus importantes. C'est quoi ces décisions cruciales pour lui? C'est tout à fait ça. L'idée de cette règle, c'est de simplifier, de déstresser la gestion de l'argent en mettant notre attention et notre énergie là où ça a le plus d'impact. Husserl identifie quelques piliers, oui, qui forment ces fameux 10% de décisions qui font 90% du résultat. Premièrement, le taux d'épargne. La capacité à vivre avec moins que ce qu'on gagne et à mettre de l'argent de côté régulièrement, peu importe le montant, c'est vraiment la base de tout. Le point de départ. Exactement. Deuxièmement, la patience et le temps. On en a déjà parlé, c'est laisser les investissements travailler sur le long terme, sans céder à la panique ou à l'impatience. Troisièmement, le comportement pendant les crises. Ne pas vendre en panique quand les marchés baissent, c'est absolument crucial. C'est souvent là qu'on fait les plus grosses erreurs qui coûtent très cher sur le long terme. Garder son sang-froid, c'est une compétence financière majeure. Pas facile mais essentiel. Et quatrièmement, éviter les dettes toxiques. Typiquement, les dettes avec des taux d'intérêt très élevés, comme les découverts ou certaines cartes de crédit revolving. Ça peut vite devenir un fardeau énorme qui annule tous les efforts d'épargne. Donc si on maîtrise ces 4 points, épargner régulièrement, être patient, pas paniquer quand ça baisse et fuir les mauvaises dettes, on a fait l'essentiel. Selon Husserl, oui, se concentrer sur la mise en place et le maintien de ces quelques habitudes fondamentales, c'est beaucoup plus productif que de passer des heures à essayer d'optimiser la moindre petite dépense, à chercher la meilleure action du moment ou à essayer de deviner ce que le marché va faire. Ce qui nous ramène à l'incertitude du début. C'est logique. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter l'argent par les fenêtres, attention. Mais l'énergie mentale et le temps sont mieux utilisés à construire ces fondations solides qu'à se perdre dans les détails. C'est aussi une approche assez libératrice, je trouve. On n'a pas besoin d'être un expert pointu en finance pour bien gérer son argent. Il suffit de maîtriser ces quelques grands principes et de s'y tenir, avec discipline.
Le reste, comme il dit, ça a beaucoup moins d'importance sur le résultat final. Une approche pragmatique, oui, qui dédramatise pas mal la gestion financière. Pour boucler la boucle, les extraits finissent sur une note un peu nuancée, une sorte de mise en garde. Ouzel reconnaît l'importance énorme de l'argent, tout ce qu'il permet, la sécurité, les options, le temps, mais il rappelle aussi très clairement ses limites. Il écrit noir sur blanc que l'argent, ça n'achète ni l'amour vrai, ni l'amitié sincère, ni une bonne santé garantie à vie, ni le sens profond de notre vie. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça, de cette conclusion ultime? C'est un rappel à l'équilibre qui est essentiel. Le danger que Houzel pointe assez subtilement, c'est de faire de l'accumulation d'argent non plus un moyen, mais une fin en soi. C'est de tomber dans le piège où la recherche de richesse devient tellement centrale qu'on finit par sacrifier les autres piliers d'une vie épanouie. Les relations, le bien-être physique et mental, nos valeurs profondes. Le risque de tout sacrifier pour l'argent? Exactement. Si on gagne beaucoup d'argent, mais qu'on se retrouve seul, épuisé ou complètement décalé par rapport à ce qui nous anime vraiment, à quoi ça sert? Housel remet l'argent à sa juste place. Un outil. Un outil incroyablement puissant et utile, oui, dans nos sociétés, pour naviguer dans la vie, avoir plus de liberté, de sécurité, de confort, d'options. Mais ça doit rester un outil au service de la vie qu'on veut mener. Ça ne doit pas devenir notre identité ou la seule mesure de notre valeur. L'argent comme serviteur et non comme maître. C'est une belle image. C'est tout à fait ça. La vraie question que soulève cette conclusion, c'est celle de l'alignement. Comment on utilise cet outil puissant pour construire une vie qui a du sens, une vie où l'argent aide à atteindre nos objectifs profonds au lieu de les gêner ou de les cacher. C'est un équilibre délicat propre à chacun, bien sûr. Mais juste prendre conscience de ce risque de déséquilibre, c'est déjà une première étape très importante. Il faut s'assurer que la quête de sécurité financière ne nous mène pas paradoxalement à une forme de pauvreté existentielle. Voilà, qui remet bien les choses en perspective. Si on devait résumer les grandes idées de Husserl qu'on a explorées aujourd'hui, il y a cette humilité face à l'incertitude qui pousse à être résilient, avoir des marges de sécurité. Il y a la patience, cette vertu cardinale, accepter cet ennui productif du long terme pour laisser les intérêts composés faire leur œuvre. Propre assez pour sortir de la course sans fin et trouver une forme de contentement. Et puis, cette idée forte que le but ultime de l'argent bien géré, c'est d'acheter plus de contrôle sur son temps et donc sur sa vie. Les sources le disent, il n'y a pas de recette unique, mais ces principes, ils donnent une direction claire quand même. Tout à fait. Et pour peut-être prolonger la réflexion, on pourrait reprendre l'invitation un peu finale suggérée dans les textes. C'est une introspection intéressante à faire, je pense, sans forcément chercher une réponse tout de suite. Est-ce que l'argent, tel qu'on le gère, qu'on le perçoit, qu'on l'utilise dans notre vie aujourd'hui, est-ce qu'il fonctionne vraiment comme un levier pour construire une vie alignée avec nos valeurs profondes? Est-ce qu'il nous aide à maîtriser notre temps, nos choix, notre énergie? Ou l'inverse? Ou bien, peut-être sans qu'on s'en rende compte, est-il devenu un facteur qui nous enferme dans des obligations, dans une routine, une course qui, au fond, nous éloigne de ce qu'on juge essentiel? Les écrits de Husserl nous rappellent avec force que le vrai luxe, la richesse la plus désirable au bout du compte, c'est peut-être moins l'abondance matérielle que cette capacité à être maître de son propre temps et de sa propre énergie. C'est une question qui mérite qu'on s'y arrête un peu. Une réflexion essentielle, en effet. C'est sur cette pensée qu'on va conclure notre exploration des idées finales de Morgan Housel sur la psychologie de l'argent. Merci beaucoup pour votre écoute.